Aujourd'hui vont intervenir Maxence Christel et Emma Breton, et nous les remercions pour leur participation à ce séminaire et en particulier pour leur participation au premier séminaire de tout ce cycle. Je propose de donner tout de suite la parole à Maxence Christel, qui est maître de conférence en droit public à l'Université Picardie-Jules Verne et qui a soutenu en 2014 une thèse à Paris 1 intitulée Consentement et subjectivité juridique, contribution à une théorie émotivo-rationnelle du droit, sous la direction du professeur Étienne Picard. Je vous laisse tout de suite la parole, Maxence Christel. Merci beaucoup, madame. Merci aux organisatrices et à l'organisateur, à monsieur Geland, pour cette occasion et cet honneur qui m'est fait de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui devant vous sur mon sujet de thèse soutenu il y a quelque temps déjà. Alors, ce dont je voudrais vous parler dans un premier temps, c'est pourquoi est-ce que j'ai pu choisir de me confronter à la question du consentement. Et alors, le choix de ce sujet procède en premier lieu d'une forme d'étonnement par rapport à certains faits divers qui ont émaillé l'actualité et qui ont été l'occasion d'une interrogation autour de ce concept. Je ne les citerai pas tous, mais quelques-uns seulement. Dans un premier temps, la thématique de l'anthropophagie consentie. Je pense ici à l'affaire dite Armin Meiwes en 2001 en Allemagne, affaire au cours de laquelle deux personnes se sont mises d'accord pour consommer, littéralement, manger, l'une des deux personnes, et donc affaire qui a abouti à la mort de l'un des deux participants et à la création d'une incrimination pénale en droit allemand, droit pénal allemand, l'homicide sur demande, et affaire dans laquelle le consentement a été évidemment évoqué, mais à l'égard duquel il n'y a eu jamais le moindre doute sur le fait que les deux participants étaient consentants, puisqu'ils se sont filmés pendant de nombreuses heures, 9 heures, et donc on avait à peu près toutes les preuves du fait que les deux participants étaient parfaitement consentants à ce qui allait suivre au cours de cette rencontre. Deuxième affaire, qui est plus fameuse en France, parce qu'on y est tous confrontés dans le cadre des études juridiques, c'est la jurisprudence dite Morsan-sur-Orge de 1995, et qui donc touche à la question de l'activité dite du lancer de nain, affaire dans laquelle une personne de petite taille, M. Wackenheim, se propose contre rémunération d'être lancé comme un projectile par des personnes en boîte de nuit dans le but d'établir une forme de gradation entre leurs différentes performances. Activité donc qui a été interdite par le Conseil d'État au titre de l'atteinte à la dignité de la personne humaine, mais activité qui mettait en cause le concept de consentement, puisque M. Wackenheim était, de façon indubitable, parfaitement consentant à effectuer cette pratique. On peut évidemment songer ici également à la thématique de la prostitution, qui est un domaine dans lequel le concept de consentement intervient très souvent et où il est souvent allégué qu'il y aurait des choses, des activités pour lesquelles il ne serait pas possible d'exprimer un consentement, que ce ne serait pas disponible à la volonté et que ainsi, par exemple, le fait d'offrir son corps ou des morceaux de son corps contre une rémunération serait parfaitement contraire à la dignité et donc le consentement ne pourrait pas jouer ici. Et à ce titre-là, c'est le dernier événement dernière affaire que je souhaitais présenter devant vous, c'est ce qui a donné lieu à de la jurisprudence, la thématique du sadomasochisme, au travers des jurisprudences Lasquet, Jagar et Braun de 1997, devant la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que des affaires KA et AD, en 2005, KA et AD contre Belgique, donc affaires qui impliquait des participants dans des soirées sadomasochistes et qui a forcé la juridiction à se prononcer sur le point de savoir si oui ou non et jusqu'à quelle étendue il était possible de consentir à ce que des violences nous soient infligées. Et les faits de l'espèce sont pour certains particulièrement choquants. Dans quelle mesure est-ce qu'il était audible, admissible d'entendre un sujet revendiquer une liberté en la matière, liberté mise en œuvre par l'usage du consentement. Donc, dans toutes ces hypothèses, ce que l'on peut constater, c'est déjà une variété importante du consentement qui se trouve mobilisé dans des contextes hétérogènes. Mais on trouve un point commun entre ceux-ci dans le discours de la doctrine, c'est l'idée selon laquelle il ne serait pas raisonnable de considérer que cette personne, que ce sujet, a bien consenti à cela.
Mais pourquoi? Pourquoi ne le pourrait-il pas? Revient alors souvent l'idée, au titre de ces objectivités qui paraissent s'imposer à la volonté, le fait qu'il ou elle ne saurait pas ce qui est en réalité bon pour elle ou bon pour le corps social. Mais dans les affaires que l'on vient d'évoquer, est-ce véritablement un problème de connaissance, de savoir? Autrement dit, on fait ici retour à cette hypothèse centrale du consentement en droit canon, celle selon laquelle le consentement doit être libre et éclairé par la raison. La question, alors, devient double. Évidemment, en quoi consiste cette liberté dont il est question ici, et en quoi consiste cette raison, ou plutôt cette hypothèse de la rationalité du sujet juridique. En effet, en quoi est-ce que le concept de rationalité peut ou non nous éclairer dans les situations évoquées? Que faut-il entendre par raison et, ce faisant, par consentir? Lorsque l'on étudie ces différentes affaires, il est possible d'observer que quelque chose est en jeu et que ce quelque chose excède le seul empire des facultés intellectuelles dans l'explicitation du vouloir, de la volition. En effet, à prendre les choses littéralement, il n'est pas rationnel, au sens où ce terme est aujourd'hui compris, en raison du primat de la pensée économique, de choisir de mourir et de s'offrir en repas à un partenaire en dehors d'une situation d'absolue et d'extrême nécessité. De la même façon, il n'est pas rationnel non plus, au sens où donc on entend habituellement rationalité, de souhaiter subir des tortures, et cela dans le seul but d'en tirer une jouissance d'ordre libidinal. Alors, comment est-il possible de comprendre le consentement tel qu'il est mobilisé dans ces différentes affaires? On pourrait être tenté, dans un premier temps, d'en appeler à l'idée de déraison. Déraison dont Pierre Legendre a admirablement montré à quel point le droit avait affaire avec, c'est-à-dire avec cette face obscure de l'existence humaine. Mais n'y a-t-il pas une autre possibilité de penser ces situations en dehors d'une forme de pathologisation de ces actes au sens du champ psychopathologique? Eh bien, il semble qu'une autre voie s'offre à nous, complémentaire, pour essayer de les saisir. En effet, dans ces différentes affaires interviennent plusieurs notions qui sont liées entre elles. La liberté, de façon évidente, en ce qu'elle est systématiquement invoquée, à la fois du côté des sujets, qui mettent en œuvre le consentement, mais également dans les commentaires qui sont apposés par la doctrine a posteriori. Si on prend par exemple le cas des affaires Laskey, Jagar et Brown, Ouka et Adé, la doctrine, par exemple, une partie au moins de la doctrine, articulera son raisonnement autour de l'idée selon laquelle le consentement exprimé n'était pas libre car les participants étaient sous l'emprise de toxiques, en l'occurrence de l'alcool, ce qui avait altéré leur discernement et que donc le consentement donné ne pouvait pas être considéré comme libre. Mais à côté de cette question donc de la liberté, il y en a une autre notion qui lui fait cortège, c'est celle, cette fois-ci, du désir. Cet obscur objet qui, la psychanalyse nous l'apprend, n'a que faire des bornes et des digues dressées par l'intellect dans le but de le contenir. Alors, à ce titre-là, une première opposition se fait jour. Pour consentir, il faudrait donc être libre. Mais le consentement est affecté par le désir qui, lui, s'impose au sujet, qu'il le souhaite ou non. Alors, dans cette perspective, l'idée même de consentir de façon libre est extrêmement compliquée. Mais alors, que peut-il bien rester de ce que signifie consentir? Et plus largement, que signifie consentir? Alors, sur ce plan-là, la recherche permet de dire que sur le plan historique et philosophique, un début d'explication peut être trouvé dans l'Antiquité grecque, et cela particulièrement au sein de l'école stoïcienne et au travers de cette idée centrale dans la théorisation stoïcienne, l'idée qu'est l'assentiment. L'assentiment, dans cette école de pensée, se construit dans un rapport d'opposition aux passions. En effet, le sage stoïcien se définit ainsi comme celui qui,
dans un ordre des choses qui nous est déjà donné, s'astreint par l'exercice de sa volonté et de sa rationalité à ne pas être déterminé dans ses choix et dans ce qu'il veut, dans ce à quoi il adhère, par ses passions. C'est en ce sens que la philosophie stoïcienne se construit sur une relation conflictuelle avec les passions. Ainsi, les passions sont-elles qualifiées dans le corpus de cette doctrine comme, je le cite, une impulsion déraisonnable qui excède les limites de la raison. On voit bien à quel point il y a une opposition manifeste avec l'idée de raison. Zénon, auteur stoïcien important, déclare également, s'agissant des passions, qu'il s'agit d'un mouvement de l'âme opposé à la droite raison et qui est contraire à la nature. Ce faisant, on observe bien à quel point le consentement, qui est dans cette théorie une partie de l'assentiment, puisque le consentement désigne la possibilité d'adhérer ou non à la représentation qui est suscitée par la stimulation venant de l'extérieur des sens, que donc ce consentement n'est en aucune façon réductible aux seules facultés intellectuelles, mais qu'il a à voir de façon extrêmement profonde et intime avec la question de la sensorialité et avec celle de la sensibilité. En quoi est-ce que cela, cette théorie philosophique, peut-elle nous éclairer et nous aider à comprendre les usages du consentement, la manière dont il est pensé dans la sphère juridique et la façon dont il est articulé ou pas à la liberté du sujet? Eh bien, cela est essentiel, en tout cas c'est ce qu'il m'a semblé, parce que ce terme de consentement tel qu'il est pensé dans l'école stoïcienne va être introduit dans la langue romaine par un médiateur qui va se charger de le traduire, médiateur que les historiens du droit connaissent bien, c'est Cicéron. Sur ce point, c'est tout à fait explicite, on le trouve dit par Plutarque dans, vous savez, la biographie qu'il a fait des hommes illustres, dans lequel il évoque très clairement et spécifiquement le fait que Cicéron est responsable de l'importation de certains concepts grecs, et dans le texte, on voit écrit, on voit la référence à ce qu'il appelle la katathésis, et ce que normalement, en grec ancien, on trouve dans la philosophie stoïcienne, c'est-à-dire la synkatathesis, autrement dit le concept d'assentiment que j'ai pu évoquer auparavant. Et ce faisant, en important ainsi le concept tel qu'il était envisagé, Cicéron, importe également la tension qui existait dans cette théorie philosophique entre volonté, liberté et passion, et il n'est dès lors pas véritablement étonnant de constater que cette tension va se retrouver au sein du droit romain et de la théorie des obligations. En effet, si on l'envisage de cette façon, des similitudes entre la philosophie stoïcienne et la façon dont le consentement est pensé dans le droit romain s'observent aisément. En effet, puisque l'assentiment stoïcien se construit dans un rapport problématique à la liberté individuelle et à ce que les Grecs appellent l'akrasia, c'est-à-dire les errements de la volonté, ce vers quoi la volonté dans son erreur peut nous amener, et que ce concept d'assentiment se construit dans un rapport de maîtrise par rapport à la dimension pathique, autrement dit à ce qui est ressenti et éprouvé, alors ces éléments vont très logiquement se retrouver dans l'ancien droit romain. Qu'est-ce qui permet d'affirmer une telle chose? Eh bien, il semble que l'on peut observer au moins 4 points qui nous permettraient d'illustrer cela. 4 points que l'on retrouve d'ailleurs dans les interrogations les plus contemporaines autour de l'usage qui peut être fait par les justiciables, par la doctrine, mais également par le juge, du concept de consentement. Premier de ces points, dans un premier temps,
c'est l'importance du lien à l'objet du consentement, c'est-à-dire à ce vers quoi celui-ci tend, et non pas au consentement lui-même. C'est probablement ici la formulation juridique, la transcription juridique du lien qui existait dans la philosophie stoïcienne entre l'assentiment et la représentation de ce vers quoi l'assentiment nous porte. Or, c'est dans cette représentation que l'on se fait que réside précisément dans la théorie stoïcienne à la fois le berceau et le tombeau de la liberté individuelle. Pourquoi cela? Parce que dans la philosophie stoïcienne, certaines représentations contiennent en elles-mêmes une telle valeur de vérité, ce qu'on appelle les représentations cataleptiques, que tout le monde, à compter du moment où il est raisonnable, ne peut qu'y adhérer. Et que donc celui qui n'y adhère pas, autrement dit là où pourrait résider une liberté, liberté de dire oui, liberté de dire non, celui qui n'y adhère pas est considéré comme un insensé, comme un fou dans la théorie stoïcienne. C'est en ce sens-là que j'emploie l'expression à la fois le berceau, puisqu'il y a une marge de liberté, mais le tombeau aussi, parce que la seule liberté qu'on a en cette matière, c'est de dire oui, sauf à être fou. Eh bien, cette focalisation sur l'objet, c'est celle-ci qui explique, me semble-t-il, au moins partiellement, la vision dominante en droit privé, en droit des obligations, qui est articulée autour de la connaissance, du savoir comme élément déterminant de l'appréciation du consentement. On retrouve ici l'idée du consentement éclairé par la raison. Quelles sont les traductions modernes de cela? Eh bien, par exemple, l'obligation d'information de façon évidente en matière contractuelle, et cela particulièrement entre le professionnel et le profane. Mais aussi, plus fondamentalement, la manière dont est pensée l'erreur dans la théorie des vices du consentement et donc dans la théorie des obligations. En effet, l'erreur, telle qu'elle est envisagée, a à voir avec, c'est une représentation faussée de la réalité, c'est un problème de savoir, de connaissance qui nous envoie et nous renvoie vers une forme de dimension objective de l'objet et de ses qualités qu'il serait possible d'atteindre. Et c'est l'accession à cette dimension objective et donc à cette forme de vérité de l'objet et de sa substance qui nous rendrait libres. Et on retrouve ici de façon implicite cette phrase célèbre de l'évangile de Saint Jean, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Premier point donc, ce rapport à la connaissance. Second point, l'association du consentement et de la rationalité, puisque c'est la rationalité qui permet la maîtrise des passions et donc de refuser de donner son assentiment à une certaine représentation de l'objet qui serait faussée. On le voit bien, la rationalité est construite sur un fond de maîtrise. Maîtrise qui se traduit par quoi? Par une forme de domestication, de maîtrise des passions dans la théorie antique, et dont on trouve une figure paroxystique au travers du sage stoïcien qui est celui qui a réussi à dominer complètement ses passions à un point tel que saint Augustin sera extrêmement véhément à l'endroit de cette théorie. Rappelons-nous cette phrase qu'on trouve, je ne sais plus si c'est chez Sénèque ou Épictète, ne dis pas j'ai perdu un fils, dis je l'ai rendu. Et derrière cette idée de maîtrise, qu'est-ce que l'on peut voir sur le plan juridique? Eh bien, semble-t-il, les racines de la notion de capacité juridique, dont on peut observer à quel point elle est basée sur un rapport qui a à voir avec la domestication. Et la domestication de quoi? De facultés intellectuelles orientées vers un objet et qui sont rapportées avec une norme d'évaluation, ici le référent objectif de la personne raisonnable. Troisième point, donc, de lien entre la théorie antique et la juridicité, la nature même des émotions et de leur place dans l'édifice juridique se trouve discutée. Ainsi, pour ce qui est de la violence, envisagée ici comme vice du consentement, dans le droit romain, on observe l'idée selon laquelle elle n'est admissible qu'autant qu'elle pourrait faire, j'ouvre les guillemets ici, impression sur un homme raisonnable.
Se trouve ainsi exclue notamment la crainte que l'on peut éprouver à l'égard, par exemple, du bonus pater familias, ce qu'on appelle la crainte révérentielle. Eh bien, cette idée selon laquelle les émotions pourraient intervenir dans le raisonnement, elle est même explicitement affirmée par les jurisconsultes de l'époque, s'agissant de la justification de l'absence de consentement accordé aux femmes. En effet, ces dernières sont réputées faillibles en ce qu'elles sont trop soumises aux émotions. Il en va de même d'ailleurs pour le mineur dont l'impossible accès au consentement avant sa majorité trouve une justification dans le fait qu'il serait trop facilement impressionnable. L'impression a bien évidemment à voir avec l'idée d'un affect qui s'exercerait sur lui. Et on en arrive ainsi au quatrième point que l'on observe toujours de façon éclatante à l'heure actuelle et qui concerne cette fois-ci la temporalité du consentement. Pour le dire autrement, avec la fixité de l'engagement, de cette fixité qui semble nécessaire au maintien de situations juridiques constituées. Or, l'émotion, le sentiment, l'affect est d'une durée toujours incertaine. On retrouve ici, comme a pu le dire le poète Aragon, dans sa phrase « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur ». Et de ce point de vue-là, prendre en compte l'émotion, c'est risquer d'introduire un facteur anthropique majeur dans la stabilité des relations juridiques. Mais, dans le même temps, cette variabilité de l'engagement qui se trouve conditionnée par la dimension affective ne peut simplement pas être exclue. Et c'est quelque chose que l'on retrouve, par exemple, en droit pénal, au travers de la question du consentement en matière de relations sexuelles. En effet, consentir à une relation sexuelle, ce n'est pas consentir à n'importe quel type de relation sexuelle, là c'est la dimension de l'information, mais aussi, on peut consentir initialement à cette relation, puis ne plus vouloir, et cela pour des raisons absolument diverses. Et donc, on observe bien ici à quel point le consentement peut être fugitif et incertain dans certains domaines dans lesquels il est mobilisé. De là, les conclusions de ce travail de thèse et qui consiste à définir le consentement comme un amalgame entre facultés intellectuelles et une sorte d'au-delà de l'intellect, le pathos, c'est-à-dire ce qui parcourt et traverse un corps humain en tant qu'il est incarné. Et c'est donc pour cela que j'ai proposé de définir, en faisant retour à l'étymologie même du terme de consentement, ce dernier comme un sentir avec, cum sentire, avec, de ce point de vue-là, l'introduction de la dimension pathique, que j'ai appelée émotionnelle, dans le raisonnement juridique, et qui aboutit à repenser certaines oppositions et, par exemple, à pouvoir distinguer au sein de la théorie des obligations entre le consentement et l'accord. L'idée étant, ce faisant, de s'assurer que le droit est bien fait par et pour son principal destinataire, comme nous le disait déjà le digeste, c'est-à-dire la personne humaine. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Christel, pour cette intervention très éclairante et qui montre bien les balancements entre rationalité et émotion pour un objet du droit, ici le consentement. Et je propose tout de suite de donner la parole à Emma Breton, qui est doctorante en philosophie politique à l'Université Paris 5 et qui travaille sur la capacité à être seule. Oui, ben, merci beaucoup. Merci, Monsieur Christel, pour cette présentation très intéressante et que j'ai trouvée également très instructive. Alors, j'ai pris beaucoup de notes et je vais tenter de faire quelques remarques introductives et brèves à mes questions pour ensuite entamer la discussion avec vous et laisser bien sûr se poursuivre ensuite cette conversation avec les participants. Alors, comment nouer et travailler la question du droit et de l'émotion, sujet de ce séminaire qui nous rassemble aujourd'hui. Et il est vrai que de prime abord, on peut penser qu'il y a comme un antagonisme entre droit et émotion, voire même une méfiance du droit vis-à-vis d'émotion, tant il semble que le droit leur préfère bien volontiers la rationalité. Cette méfiance à l'égard des émotions, la philosophie la partage également aisément, et on peut même parler d'un véritable dualisme entre l'entendement et les affects, ces derniers étant le plus souvent rapprochés du corps
Et le corps est perçu comme l'entrave de la raison vers sa majorité. Alors, vous nous avez parlé du stoïcisme, mais on peut aussi parler des Lumières. Sapere aude, la devise kantienne des Lumières, et le courage de te servir de ton entendement, on s'en souvient. C'est un appel à se servir de sa raison pour devenir un sujet autonome. Alors, autonome, autonomos, qui se donne à lui-même sa propre loi, c'est-à-dire en fait celle universelle de la raison à laquelle dès lors on ne peut que consentir. Alors, le consentement, justement, Monsieur Christelle, c'est le levier par lequel vous travaillez ce nouage délicat entre droit et émotion. Alors, ce consentement, il se situe, j'ai l'impression, à l'interface des questions à la fois de l'intime et du collectif, du rationnel et des désirs, des passions et de l'âme. Et il me semble que vous travaillez ce consentement comme une polarité dynamique, et j'espère ne pas trahir votre pensée en empruntant ici ce terme à Georges Canguilhem. Alors, je pense entendre que ce n'est pas tant le droit et les émotions que vous interrogez, mais ce qui les construit l'un par rapport à l'autre dans une fonction épistémique réciproque. Alors, dans l'Antiquité, ce dualisme fondamental était représenté par Apollon et Dionysos. Apollon était le dieu de l'articulé, des rationalités, du prévisible, du lisible, du contrôlable, tandis que Dionysos, c'était le dieu de l'inarticulé, de l'irrationnel, du surgissement et de l'illisible. Et alors, plus proche de nous, une lignée de penseurs ont fait de ce dualisme la structure de leur travail. Alors, on peut penser à Nietzsche, qui a fait de cette articulation entre Apollon et Dionysos la source de son activité. Là, je le cite, « Sous chaque pensée gît un affect ». Et on peut nommer Freud, vous avez parlé de psychanalyse, avec Eros et Thanatos, comme autant de pulsions de vie et pulsions de mort, qui ont donné un point incandescent dans le nouage conscient-inconscient. Et enfin encore, on peut parler de Michel Foucault, qui, avec la norme, entre la norme et la normale, a conçu le rapport du pouvoir et des subjectivités. Alors, on voit bien comme dans la modernité, il y a cette chaîne d'auteurs qui travaillent ce nouage, raison, affect, et non pas comme une simple opposition, mais plutôt comme un entrelacement indispensable à la vie humaine. Alors, moi, je pense que grâce à la littérature, il me semble, on peut aller encore plus loin et séparer radicalement droit et émotion. C'est ce que font deux romans célèbres de science-fiction. On pense au meilleur des mondes d'Aldous Huxley à 1984 de George Orwell. Et on constate que par des voies différentes, le droit, en ayant tout prévu, tout cadré, en ayant purgé l'émotion au profit du seul rationnel, pour en quelque sorte avoir stérilisé la vie. Et à l'inverse, on peut tenter d'approcher l'émotion sans le droit, au travers de romans comme ceux de Jack Kerouac ou de Mikhail Bulgakov, par exemple, qui montrent que dès lors que la vie affective et des émotions et des pulsions fait reculer le rationnel et le droit dans ses retranchements, la vie se retrouve disséminée, toute continuité lui est interdite et finit par plonger dans le seul espace où on est sûr de ne pas croiser le droit, c'est-à-dire le monde des drogues. Alors, ainsi, on voit bien que dans le droit sans les émotions ou les émotions sans le droit ne construisent pas vraiment un monde possible. C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de pas l'un sans l'autre. Donc, alors, tout ça pour introduire ma première question. Est-ce que vous pensez, donc, du coup, M. Christelle, que la réflexion sur cet au-delà de la rationalité, vous parlez d'un au-delà de l'intellect, est-ce que vous travaillez à partir du consentement, compris comme l'interface du droit, de l'émotion, du désir, puisse s'inscrire dans la généalogie des penseurs de cette polarité dynamique? Et est-ce que quelque part on peut remonter à un lien aussi avec la question de l'assentiment des stoïciens dont vous venez de nous parler? Je repense à activer le micro systématiquement. Merci pour votre présentation qui ne trahit en rien ce que j'ai pu dire ou écrire. Et oui, bien évidemment que là-dessus, en aucune façon, je ne pense être le découvreur de choses particulières. Je m'inscris dans un sillon qui a déjà été travaillé par bien plus illustres que je ne le serai jamais, et de longue date. Mais en réalité, moi, ce qui m'a frappé par rapport à cette idée du concept de consentement, c'est le fait que on utilisait là-dessus, c'est assez Wittgensteinien dans l'inspiration, c'est qu'on utilisait un même mot dans des contextes d'utilisation pour lesquels il n'était pas possible d'essayer de ramener le terme à un sens commun. Autrement dit, quand il me paraît évident qu'on ne dit pas la même chose quand on dit « je consens » par exemple à l'achat d'un périodique d'une voiture que quand on dit « je consens à l'occasion du mariage ». Et que donc là-dedans,
dans le même terme, pouvaient se trouver investis, projetés différents éléments. Certaines fois, ça pouvait être quelque chose qui était traduisible exclusivement en termes, on va dire, de représentations intellectuelles, alors que d'autres fois, s'y ajoutait quelque chose de l'ordre de l'intime, puisque l'intime est une question importante de mon travail, et donc de la subjectivité. Et de ce point de vue-là, pour moi, la question centrale était de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un sujet pour le droit? Comment est-ce qu'il se représente ce que c'est qu'une personne? Et est-ce que le sujet juridique peut, tel un calque, être superposé à la personne humaine? Est-ce qu'il y a des variations? Et c'est à ce titre-là que je me suis confronté à cette opposition, puisque effectivement le primat du droit était plutôt porté sur la rationalité et l'intellect, par rapport à la richesse de la vie humaine, et y compris dans des dimensions qui échappent littéralement à la maîtrise. Et ça, c'est bien sûr ma pratique de la psychanalyse et mes lectures de cela depuis maintenant bien longtemps, qui m'ont abouti à me faire dire que le sujet n'est pas transparent à lui-même. Voilà. Et que là-dedans, il y a un autre mythe dont du reste l'économie est héritière, c'est cette idée selon laquelle on sait ce que l'on veut et on veut ce que l'on sait. Et ça, moi, j'ai été très instruit par Lacan qui dit s'il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on dit ni ce que l'on veut. Voilà. Excusez-moi pour ma réponse un peu longue, pardon. Non, c'est très bien, je vous remercie. Et justement, vous parlez de psychanalyse et vous avez parlé de Pierre Legendre aussi, donc, qui a aussi beaucoup parlé de psychanalyse. Et est-ce que vous pensez que justement dans la question du consentement, il y a, je pense notamment à une conférence de Pierre Legendre qui s'appelle L'animal humain et les suites de sa blessure, je crois une conférence à Montpellier. Et est-ce que vous pensez qu'il y a justement une limite du langage à tout dire, qui coupe en termes de blessure, justement, c'est un mot qui est assez fort, qui sépare l'homme justement de ses instincts animaux, du monde et de la possibilité de dire exactement ce qu'il ressent au moment présent. Est-ce que justement il n'y a pas une réflexion à mener sur le langage et ses limites, justement à dire qu'est-ce que vraiment mon consentement subjectif? Est-ce que je peux donner vraiment mon consentement à 100% de ce que je pense à l'instant présent? Est-ce que c'est seulement possible en fait? Merci pour votre question. Et c'est évidemment une interrogation absolument centrale, puisque c'est en général aussi cela qui est opposé à des théories qui visent à introduire ce type de prise en compte de la subjectivité ou du substrat intime de l'humain. C'est de dire, mais comment est-ce qu'on va parvenir à déterminer ça? Alors là-dessus, on pourrait évidemment, suivant vers quelle école on se tourne, si on se place dans une forme de réflexion romantique, on va être par rapport à un langage qui ne pourra jamais rendre compte de la complexité de la souffrance humaine, en l'occurrence, ou de la vie affective de façon générale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, justement en lien avec mes lectures de Wittgenstein, sur cette célèbre proposition selon laquelle, sur ce dont on ne doit pas parler, il faut garder le silence. Et que donc, littéralement, y aurait-il des choses qui ont trait à l'intime qui seraient incommunicables? Et je crois là-dessus, pour rebondir sur ce que vous avez dit, et en lien également avec Wittgenstein, que la littérature peut être un moyen d'avoir accès à une forme de connaissance qui, sans rapport exclusif avec des notions de vérité, vérité logique, formelle ou autre, mais qui nous permet de comprendre certaines choses qui sont parfois difficiles à exprimer dans des propositions logiques élémentaires. Voilà. Si j'ai été clair dans ma réponse, j'en suis pas sûr. Si, très clair, enfin, ce qui me concerne. Et vous pensez justement que peut-être que le champ juridique et philosophique aurait à s'inspirer de ce champ de l'art et de la littérature pour justement essayer d'aller dans au-delà de ce qu'on ne peut peut-être pas forcément cibler dans un mot qui serait oui ou non? Tout à fait. Je pense de façon générale que le droit a gagné de sa confrontation, de sa percussion en quelque sorte avec tous les autres champs disciplinaires des sciences humaines et même d'ailleurs des sciences dures, puisqu'il y a tout un courant de recherche en droit qui étudie la question des rapports avec les sciences cognitives, par exemple, ou avec la technologie, sur le biais de la justice prédictive et ainsi de suite, que bien sûr que le droit a et doit avoir des rapports avec ce que les autres disciplines peuvent nous dire de la façon dont agit un être humain, sauf à considérer que le droit aurait une sorte de sphère d'autonomie propre, c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma thèse, qui, pour reprendre un langage économique, qui maximiserait sa propre fonction d'utilité
indépendamment de ses destinataires. Or, là-dessus, non. Pour moi, le droit, il y a une nécessité absolue, c'est ce que j'ai appelé la permanence d'un visage humain. Il faut que le droit nous renvoie, en quelque sorte, ce que nous sommes et ce pourquoi nous l'avons constitué. Et le risque dans le fait de verser dans une forme d'abstraction trop importante, c'est quelque chose, une phrase qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu Kierkegaard, qui est à force de raisonner dans l'absolu, on vide l'humanité de l'humain. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Les fictions sont nécessaires en droit, ça a été très bien montré par Yann Thomas, par exemple, mais il faut prendre garde à ne pas nous-mêmes être mystifiés par la fiction, contre lequel nous met en garde Pierre Legendre également. Complètement. Merci, on peut peut-être passer à d'autres questions. Je vous remercie, Emma Breton, pour votre intervention et puis pour cet échange, et puis Maxence Cristel et Emma Breton pour cet échange et vos interventions. Je propose d'ouvrir le débat si certains d'entre vous avaient déjà des questions qui se posaient ou des remarques à faire. Oui. J'ai toujours du mal à rester trop longtemps sans parler, donc je ne peux pas m'en empêcher. Non, en fait, merci beaucoup pour vos deux exposés. Et alors, en vous écoutant tous les deux, je me suis fait trois réflexions. Je vais les exprimer le plus rapidement possible. La première, c'est que j'ai quand même l'impression que la séparation de la rationalité et des émotions est quand même très largement le fait d'une pensée qui n'est pas française. En ce sens que même si Descartes est très cartésien, même à la fin, il est un peu plus hésitant sur la séparation de la rationalité et des émotions, et qu'on a dans la pensée française toute une tradition qui est assez syncrétique sur le sujet, que ce soit Montaigne, que ce soit... on voit ça aussi beaucoup chez Diderot et qu'on voit ça aussi chez Constant, mais même chez Descartes, à la fin, il se dit, bon, est-ce qu'on peut vraiment totalement séparer les deux? J'en doute. Et je me demande quand même si cette tradition culturelle n'a pas plus d'influence sur la conception commune des juristes qu'on ne le pense. Première observation. La deuxième observation, c'est que je pense que le consentement libre, au sens des juristes, même ceux du Code Napoléon, le consentement libre ne fait pas référence à un consentement rationalisé, comme l'entendraient les économistes d'aujourd'hui. Et je pense que ce qu'on appelle le consentement libre, c'est quelque part la capacité de l'individu à homologuer ce qu'il décide, en tout cas ce vers quoi ses désirs le portent. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, lorsque les actes sont graves, c'est-à-dire lorsque les actes sont susceptibles d'avoir des conséquences lourdes pour le devenir de l'individu, eh bien précisément, on met une instance d'homologation entre le désir et l'acte, l'instance d'homologation pouvant être le juge et l'instance d'homologation pouvant être le notaire. Et enfin, je pense, parce que vous avez tout à l'heure parlé du rapport de consommation, je pense enfin le rapport d'homologation de l'individu par lui-même. Et ça, c'est tout à fait ça se voit très bien dans toutes les dispositions qui ont encadré le crédit et le crédit à la consommation. Et où on dit à celui qui fait un achat compulsif et qui contracte un emprunt, on va vous donner 15 jours pour que vous preniez le temps, 15 jours pour vous rétracter, pour que vous preniez le temps finalement d'homologuer, c'est-à-dire de faire descendre, d'accepter tout ce à quoi vous engage le crédit que vous avez pris sous l'empire d'une émotion et du désir d'acquérir tel ou tel objet. Donc ça, c'est la fonction la plus numériste. Et puis, troisième et dernière observation, je pense que plus le rapport entre le consentement et le désir est vif, et je pense évidemment au désir sexuel, plus la capacité de rétractation est permanente. Et que là, il n'y a pas d'autre possibilité parce que le désir est puissant. Et c'est bien pourquoi, dans l'hypothèse du viol, oui, le viol est caractérisé, même si au départ, il y a eu un désir manifesté, et si au départ, il y a eu du consentement, et qu'en cours de route, le consentement s'efface. Voilà, merci.
Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si ça vous fait réagir, Monsieur Christel. Pardon, je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas monopoliser la parole pour que tout le monde puisse participer. Alors, pour reprendre ce dont vous venez de nous faire part, en effet, il y a véritablement une manière, enfin, comment dire, la distinction rationalité-émotion est une forme assez ancienne de distinction entre d'un côté le corps et l'âme, et il y a effectivement tout un courant philosophique qui œuvre à réunir les deux et à ne pas les penser de façon si opposée. Et c'est pour ça que j'ai conclu ma présentation par cette idée d'incarnation, parce que moi, je suis très sensible à la phénoménologie et particulièrement par exemple aux travaux d'un auteur français, Michel Henry, justement sur cette question de l'incarnation, de à quel point est-ce que l'individu doit être pensé à partir d'une certaine position qui est celle d'un corps incarné. Et d'un corps, c'est pour ça que j'ai pu à un certain moment, dans des élans un peu lyriques que je vous prie de bien vouloir excuser, qualifier le corps d'une forme d'une sorte d'instrument vibratoire qui résonnerait au diapason d'un monde. C'est cette idée selon laquelle nous serions jetés dans un monde au sein duquel il y aurait une forme d'action et de rétroaction d'ailleurs entre le monde et le corps. Mais je crois néanmoins que là-dessus, même Descartes, vous le dites à la fin, était plus hésitant, mais Descartes est plus connu, et particulièrement dans les facultés de droit, au travers de sa célèbre formule sur laquelle nous serions maîtres et possesseurs de la nature. Et donc, au travers de cette idée selon laquelle l'être humain serait à même de domestiquer, de contrôler, encore une fois, le rapport à la maîtrise. Ensuite, concernant l'instance d'homologation, je suis évidemment d'accord avec vous, et plus les conséquences de ce sur quoi le consentement porte vont être importantes, plus on a établi des formes de digues, de barrières. Mais je pense que cette idée-là laisse néanmoins ouverte une question qui est celle de savoir, mais à quel titre doit-il y avoir homologation? Autrement dit, du côté du sujet, elle s'effectue comment cette homologation? Est-ce qu'elle s'effectue comme on peut le suggérer par le biais d'une réflexion, une ratiocination au cours de laquelle il va prendre tous les éléments et toutes les conséquences, autrement dit un processus intellectuel, ou est exclusivement intellectuel, ou est-ce qu'il peut y avoir encore de l'émotion et dans quelle mesure? Et en fait, mon travail il vise à interroger ça de ce que vous dites, c'est de comment s'effectue cette homologation, et donc du côté du juge, qu'est-ce que l'on attend et espère de l'homologant, en quelque sorte. Et enfin, sur la question du désir et du consentement, c'est une formule compliquée parce que ça suppose de qualifier le degré de désir qu'il peut y avoir dans tel ou tel type d'acte. Alors évidemment, spontanément, nous sommes tous portés à dire qu'il y a un domaine particulier d'éclosion du désir, c'est celui de la sexualité. Bon. Mais là-dessus, l'acte de consommation ordinaire fonctionne sur cette logique du désir. Ce qu'a pu montrer, par exemple, Herbert Marcus dans L'homme unidimensionnel, et d'autres par la suite, c'est que la consommation travaille justement sur la question du désir d'objet et sur la question du désir, pour reprendre une formulation lacanienne. Et alors, le problème se pose de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que ce désir est lui-même libre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais été, par exemple, impressionné par une décision qui avait été rendue par la juridiction suprême canadienne, décision qui concernait en réalité une affaire, comme trop souvent les juridictions en connaître, au cours d'une soirée étudiante, il y avait eu un rapport sexuel entre une étudiante et un étudiant, et à la suite de cela, le lendemain, l'étudiante avait dit qu'elle n'avait pas consenti. Et la juridiction suprême canadienne avait à cette occasion déclaré qu'à partir du moment où il y avait ingestion d'alcool, il ne pouvait plus y avoir de consentement. Qu'en tant que tel, donc l'alcool était antinomique de la logique du consentement. Ce qui suppose, vous imaginez, une référence à une sorte d'absolu généralisable selon laquelle tout le monde serait susceptible de la même façon d'être affecté par l'alcool et dans la même mesure. Or, moi, l'objectif de mon travail était d'essayer de redonner une place à l'individu dans sa singularité, par opposition à une forme de référent objectif à l'aune duquel il s'agirait de comparer l'ensemble des actes. Et donc, voilà pourquoi est-ce que mon travail a pris cette orientation-là.
Je ne sais pas si ça répond à… Non, merci. Non, mais c'est un premier Oui, échange. Je disais ce que je disais, c'était en vous écoutant. Hein. Donc, non, mais bon, après, moi, c'est bon, je m'arrête là parce qu'on n'est pas que tous les deux. Merci en tout cas, c'est très bien. Merci Emma aussi, ça brasse. Merci pour tout. J'avais également une question sur la question de la capacité, finalement, enfin, que vous avez évoquée dans votre intervention, Maxence Christelle. Est-ce que on pourrait voir, parce que la capacité, il y a l'idée qu'on n'est pas apte à manifester sa volonté, et finalement, est-ce que à la lumière de votre développement, la capacité, on ne va pas englober dedans aussi l'idée qu'on n'est pas apte à manifester sa volonté parce qu'on est trop sensible aux émotions et qu'on a besoin que le consentement soit rationnel et donc on va filtrer les personnes qui ne vont pas être rationnelles au moment où ils vont consentir. Merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est effectivement un point qui m'a beaucoup interpellé et j'espère que j'aurai été suffisamment clair dans ce que j'ai pu dire, dans le fait que le consentement tel que je l'envisage n'est absolument pas un consentement composé uniquement d'émotions. C'est un consentement comme amalgame qui doit et emprunter à la raison et aux émotions, parce que l'émotion laissée elle-même, elle peut évidemment nous emmener vers le pire. Mais alors, cette question de la capacité a été très importante dans ma réflexion et quand j'ai étudié justement l'évolution de la protection juridique autour de la notion d'incapacité. Pourquoi cela? Parce que il m'a semblé que pour pouvoir qualifier une personne d'incapable, ce dont il était question était l'appréciation de ses facultés intellectuelles. Et alors, je vous prends un exemple qu'on trouve par exemple chez Damasio, dans les travaux de la neuroscience, de cet individu qui, à l'occasion d'un accident, se retrouve avec une barre en métal qui lui transperce une partie du cerveau. Résultat, à la suite de cela, de cet accident, cet individu a toujours la totalité de ses facultés intellectuelles, mais il n'a plus aucune capacité émotionnelle. Ce qui lui fait être un véritable enfer avec les gens autour de lui et qui aboutit à ce que sa femme demande le divorce. Et donc, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui, à l'aune de la manière dont on pense la capacité, doit être considéré comme capable, mais qui, pour autant, est amputé d'une dimension importante de l'existence humaine et qui aboutit à ce que ceux qui sont autour de lui ne le reconnaissent même plus comme tel, que ça l'entrave. Il a des problèmes ensuite dans les rapports hiérarchiques et autres, puisqu'il n'a plus de filtre, par exemple, pour ce qui est la vulgarité et ainsi de suite. Et donc, j'ai été étonné de ça aussi, de voir, par exemple, que jusqu'à ce que la jurisprudence et la loi reviennent dessus, les incapables majeurs, leur représentant légal pouvait les marier. Il était possible donc de substituer le consentement du représentant pour quelque chose d'aussi intime que le mariage, et même d'ailleurs pour les actes médicaux. Hein. Rappelons-nous tout le régime juridique qui entoure l'expérimentation médicale pour les majeurs incapables que j'ai étudié dans ma thèse, et que donc ces gens-là, au titre du fait qu'ils n'auraient plus certaines capacités intellectuelles, c'est comme si on oubliait, on fermait les yeux sur le fait qu'ils sont toujours capables de ressentir et donc d'éprouver éventuellement une immense tristesse, une déception, une douleur à l'égard de choses qui leur sont infligées malgré eux. Et là-dessus, les évolutions de la prise en compte de l'incapacité sur le plan du droit privé vont justement vers une prise en compte de plus en plus précise des contours précis, excusez-moi pour la répétition, des contours de l'atteinte du sujet. On n'envisage plus désormais l'incapacité selon un couple capable, pas capable, mais désormais c'est capable de certaines choses et pas d'autres. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui a beaucoup plus à voir avec le sur-mesure, et donc avec la prise en compte de ce que, même on le lit dans la doctrine, hein, il y aurait des actes pour lesquels il serait impossible, parce qu'ils seraient trop personnels et trop intimes, de pouvoir les substituer par le consentement d'un tiers. Et ces actes qui seraient trop personnels et trop intimes, le plus souvent, ont à voir avec quelque chose qui concerne également la dimension émotionnelle. Et donc, c'est pour ça que ce que je propose engage une réflexion autour de la notion de capacité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Et puis j'en profite, Maxence Christelle, quelqu'un a demandé dans la conversation s'il était possible d'avoir la référence de l'arrêt rendu par la juridiction canadienne. Je vais tâcher de retrouver cela. Merci beaucoup.
Alors moi, je veux bien intervenir, mais c'est plus c'est plus en réaction et sans vraiment savoir ce que je peux faire de mon observation. En fait, je réagis, Monsieur Christel, à l'exemple que vous venez d'utiliser, puisqu'évidemment, moi, je m'intéresse à la réparation du dommage corporel. Et donc, effectivement, dans cette matière et en pratique, eh bien, par exemple, le traumatisé crânien pose beaucoup de difficultés parce qu'effectivement, ben, la question se pose de savoir comment réparer justement la perte de sa personnalité, le fait que l'on devient quelqu'un d'ingérable. Ce qui va le priver souvent d'une vie sociale, ça va le priver d'une vie familiale et ça va par ailleurs le priver d'une vie professionnelle. Et donc, évidemment, eh bien, nous, dans notre matière, on réfléchit à comment valoriser tout ça, puisque notre objectif est celui de rétablir autant que faire se peut le déséquilibre détruit par 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 le fait dommageable. Donc, voilà, je ne sais pas quoi faire de ça, mais en tout cas, ça m'a fait penser, enfin, je trouvais utile de partager au moins ce point de résonance. Et puis, le second point de résonance, c'est le fait que l'on répare les personnes qui sont en état végétatif. Et la question s'était posée de savoir si, pour tout ce qui est personnel, c'est-à-dire notamment les souffrances, eh bien, cet état d'absence de conscience et donc de capacité à vivre comme tout le monde doit faire obstacle à la réparation voilà, de leurs préjudices qu'on appelle préjudices extra-patrimoniaux. Voilà, de même qu'un préjudice d'agrément, le fait que cette personne soit privée de ses activités, voilà, et souffre d'un préjudice aussi esthétique, donc l'atteinte à l'image qu'il offre à ceux qui éventuellement lui rendent visite. Voilà, tout cela, enfin voilà, ce que vous avez évoqué résonne pour moi ces sujets-là. Mais encore une fois, je les lance sans savoir quoi en faire pour le moment. Je vous remercie en tous les cas. Mais pour répondre très brièvement à cela, je partage évidemment tout à fait ce que vous venez de dire. Hein. Ça a été également un point de ma réflexion, cette idée de la restitutio in integrum, donc de revenir dans cet état antérieur, et donc de comment est-ce qu'on évalue des choses aussi délicates que celle-là. Et sur ce plan, force est de constater que le droit s'ouvre de plus en plus, puisqu'on admet désormais l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse ou d'anxiété, donc autrement dit des choses qui sont plus directement impalpables que ne pouvait l'être le strict dommage corporel, et ainsi de suite. Bon. Mais il en reste d'autres qui sont, par exemple, toujours fermées. J'ai l'honneur et la chance d'être juge de l'asile au sein de la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, à ce titre-là, se présentent devant nous des personnes, des mères, qui craignent, par exemple, que leur enfant soit excisé. Eh bien, c'est considéré comme tel dans la jurisprudence, à la fois sur le plan européen et sur le plan national. Hein. C'est-à-dire que le fait pour une mère de devoir assister ou même que son enfant soit excisé ne constitue pas un préjudice. Autrement dit, l'horreur que celle-ci peut ressentir face à ces choses qu'elles ont quasi systématiquement subies elles-mêmes avec toutes les conséquences médicales que cela pose, les mutilations génitales féminines, eh bien, on considère que non, il n'y a pas de trouble ni de préjudice pour elles de ce fait-là. Et ça me semble bien être quelque chose qui mérite au minimum une discussion, parce que je ne vois pas comment on peut considérer qu'un parent ne ressentirait pas un préjudice à ce que son enfant soit blessé, heurté, qu'il souffre ou mutilé. Donc, le droit s'ouvre sur certains domaines, mais sur d'autres reste relativement fermé. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait prendre la parole ou faire une remarque sur ce qui a été dit?
Bon, alors, je ne veux pas monopoliser, mais après, je me tais. Du coup, j'ai juste une question sur cette crainte de l'excision ou la souffrance qui peut être causée par l'excision de son enfant. Est-ce que l'argument est invoqué, enfin, la notion de préjudice est invoquée dans le cadre du droit d'asile, c'est-à-dire à l'appui d'une demande c'est bien ça? Tout à fait. Parce que je pense que dans un autre contexte, il n'y aurait aucune difficulté à le voir réparé comme un préjudice. Si on était sur le terrain de la responsabilité civile, ce serait évidemment un préjudice. Vous avez tout à fait raison. Et à mon sens, ça témoigne de ce que derrière les apparences du même, c'est le consentement dont il est question, suivant les disciplines dans lesquelles on l'envisage, le droit privé, le droit de la responsabilité, le droit constitutionnel, le droit d'asile, il prend des sens différents et il connaît des régimes différents. Et un exemple simple ici, c'est la question, toujours en droit d'asile, des mariages forcés. Bon. Autrement dit, des situations dans lesquelles la personne n'a pas pu valablement consentir au mariage tel qu'il lui a été présenté. Eh bien, dans la jurisprudence actuelle, seules les femmes peuvent obtenir une protection au titre du mariage forcé. Autrement dit, un homme est supposé pouvoir toujours et de façon nécessaire refuser un mariage. Et c'est quelque chose contre lequel moi, personnellement, j'essaye d'œuvrer à ce que la solution change. On a 110 millions d'hommes dans le monde qui sont pris dans des situations de mariage forcé. Non. Ce qui prouve bien donc que le terme de consentement est d'une appréciation différente suivant le sexe. Est-ce un homme, est-ce une femme? Et si on se penche sur la jurisprudence véritablement en droit d'asile, et même pas toutes les femmes, puisque encore faut-il appartenir à certains pays, à certaines ethnies dans les pays en question, pour pouvoir obtenir une protection. Ça dit bien donc à quel point l'idée sur laquelle consentement mariage, pas de consentement, pas de mariage est fausse. Parce qu'en pratique, c'est beaucoup plus subtil, en tout cas sur le plan du droit d'asile, que cela. Merci beaucoup. Du coup, j'aimerais rebondir en posant une question très personnelle à M. Christel. Quand vous êtes juge, oui. Et là, vous avez presque exposé vos positions en tant que juge. Comment maintenant vous vivez vos émotions? Est-ce que vous considérez qu'en tant que juge de l'asile, vous devez vous tenir à distance, ou est-ce que, du coup, ayant travaillé sur ce sujet-là, vous en tenez davantage compte pour essayer d'influencer vos collègues le juge? Je vous remercie pour votre question. Alors, je crois déjà dans un premier temps que il y a quelque chose, c'est une formule de, je crois, Denis Allais, qui est la seule objectivité qui existe, c'est la subjectivité consciente d'elle-même. Et donc, c'est quelque chose auquel je songe souvent. Autrement dit, je ne crois pas, et je pense même que ce n'est pas souhaitable d'avoir un juge qui soit absolument dépourvu de toute émotion. Si c'était vraiment ça qu'on recherchait, alors il faut être très clair. Hein. Nous avons vocation à être remplacés par des machines dans l'état actuel. Si on n'a pas besoin de cela pour juger, si c'est une simple computation algorithmique de faits, peines, solutions, donc ça, je pense que c'est une erreur que d'aller là-dedans. Par contre, j'essaye, à la façon des stoïciens, moi-même d'être conscient de là où je pense, de pourquoi est-ce que je pense ce que je pense par rapport au contexte dans lequel je suis né, autrement dit, de m'avoir toujours à l'esprit de telle sorte que je puisse me distancier de moi. Et c'est là où j'ai pu écrire dans un article que je ne crois pas que l'objectivité se soit s'oublier. Je crois que c'est au contraire penser sans cesse à soi pour savoir à chaque fois d'où l'on pense et pour essayer de pouvoir faire un pas de côté. Mais on ne peut pas s'oublier. Et donc, j'essaye sur le plan des émotions d'avoir conscience, et là-dessus, je peux en témoigner, évidemment que dans une fonction, alors, je ne parle que de moi, hein, je ne veux pas parler au nom des autres, mais juridictionnelle, les émotions influent, que nous sommes touchés par tel ou tel discours, par telle ou telle présentation qui peut être faite. Et j'essaye simplement que cette émotion, elle trouve également des éléments objectifs parce que je ne peux pas simplement m'appuyer là-dessus pour rendre une décision. Je crois que ce serait vraiment une erreur, encore une fois, de ne s'appuyer que sur les émotions. Donc, je les constate, elles me parcourent, je les observe et ensuite, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire avec. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur le professeur.
Ça répond bien, et merci beaucoup de livrer ce que vous ressentez comme juge. J'ai une interrogation malgré tout qui est que si l'émotion est d'abord un mouvement involontaire, si le juge est placé dans une situation objective, il ne connaît aucune des parties, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas dire que son émotion est objective? Alors, j'entends votre question. Je peux y répondre de la façon suivante, c'est que je le constate, j'ai la chance d'appartenir à des formations collégiales de jugement, donc je ne suis pas tout seul. Eh bien, certains requérants, requérantes émeuvent telle ou telle personne et pas une autre. Et que donc là-dessus, on est obligé de constater que vous allez entendre dire, moi, j'y ai pas cru du tout. Ça m'a paru complètement surfait, faux, joué, et d'autres qui vont dire, j'ai été, vraiment, ça m'a saisi. C'est des choses que l'on entend en délibéré dans une formation de jugement. Donc, c'est en ce sens-là que, bien évidemment, que je pense qu'on pourrait trouver des situations dans lesquelles à peu près tout le monde serait ému par rapport à certains faits. Par exemple, c'est une phrase absolument magnifique, je trouve, de Marcel Conche, qui est « La douleur des enfants devrait confondre les avocats de Dieu ». Bien évidemment, l'innocence d'un enfant qui serait frappé d'un sort terrible, je pense qu'à peu près tout le monde peut être ému par cela. Mais quand on fait de la métaéthique et par exemple, de la philosophie des émotions, dans l'émotivisme ou l'expressivisme, on se rend bien compte qu'il y a des problèmes parce qu'on peut décrire une émotion sans la ressentir et que donc là-dessus, il peut y avoir un décalage entre l'émotion qu'on serait susceptible de devoir ressentir et la réalité de ce qui est éprouvé par la personne dans la situation. Et je voulais rebondir et du coup je me dis mais du coup est-ce que la notion d'impartialité existe vraiment en vrai? Est-ce que comme on est voilà mais je sais pas, peut-être que c'est une notion de l'émotion qui est trop large par rapport à celle qui doit être envisagée, mais du coup est-ce que l'existence des émotions conduit peut-être à se dire que il n'y a pas d'impartialité alors objective, subjective, je ne sais pas si je suis très claire, mais... En tout cas, peut-être tel qu'on l'entend habituellement, parce que je crois que l'erreur, c'est de fermer les yeux sur le fait que les émotions, elles sont à la fois dans le langage des plaignants et de leurs représentants, des conseils qui les mobilisent, mais également même dans l'argumentaire du juge lorsque il vise à obtenir un certain effet. Et par exemple, si on lit les conclusions à l'époque du commissaire du gouvernement sur l'affaire Morsan-sur-Orge, donc sur cette affaire de lancer de nain, c'est une longue suite dans le champ lexical, on est dans l'émotion, la honte, le dégoût, la saleté, tout ce que vous pouvez imaginer, qui vise évidemment, au titre d'une stratégie argumentative, à permettre d'obtenir un certain effet. Et c'est ce qu'a montré Martin Nussbaum, d'ailleurs, sur le fait que tout un tas de nos incriminations, ou de la manière dont le droit autorise, ou au contraire interdit, est fondée à la base sur des émotions. Il y a un livre très instructif chez elle qui s'appelle Shame and Disgust, justement, sur la honte et le dégoût, en tant que ce sont des émotions fondatrices de l'appréhension de certains comportements. Donc, là-dessus, oui, je pense qu'il faut en réalité repenser, reconceptualiser cette notion d'impartialité, parce que nous avons des émotions, et là-dessus, si vous me permettez, c'est même heureux, parce que si on fait retour à Jean-Jacques Rousseau, c'est jamais que ce qui fonde la socialité. Le principe de pitié chez Rousseau ou de sympathie chez Adam Smith, par exemple, c'est l'idée selon laquelle eh bien, c'est ça qui nous permet, en nous mettant à la place de l'autre, de forger un lien qui aboutira derrière à la société et au corps social. Donc c'est quand même heureux, je crois, que l'on soit capable d'émotion. Alors, Marika Moissef, Rebecca souhaiterait intervenir. Je vais vous laisser la parole alors, Marika Moissef. Est-ce que vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je suis désolée, je ne suis pas du tout juriste, je suis très impressionnée. Je remercie le professeur Geland de m'avoir
conviés. Je dois parler là, dans 2 semaines et j'ai très peur parce que je n'ai pas du tout vos formations juridiques. Je suis chercheur en ethnologie, mais je suis aussi psychiatre et je ne suis pas du tout ethnopsychiatre. Hein, je fais 2 choses différentes. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est ce que vous avez dit, parce que c'est quelque chose que je dis moi-même, et la seule objectivité, et notamment en sciences humaines pour moi, est la subjectivité consciente d'elle-même. Je trouve ça absolument importante. Alors là, dans 15 jours, je vous parlerai en tant qu'ethnologue, mais là, je voudrais introduire à la fois au niveau de l'ethnologie de la recherche, on parle d'observation participante, mais également en tant que psy, et notamment psychothérapeute. Effectivement, c'est quelque chose d'essentiel et quelque chose qui me semble important, c'est, là aussi, encore une fois, excusez-moi, ça va être fouillis, mais disons, on a parlé ici de la problématique de l'intimité, parce que je pense qu'à partir du moment où on a un partage émotionnel, on a effectivement cette problématique du transvasement émotionnel, d'autant plus qu'on est des intimes entre soi, c'est-à-dire entre parents et enfants, entre conjoints, c'est les lieux où il n'y a pas de tiers dans le moment de l'intimité, et c'est là où se posent des problématiques. Alors évidemment, quand on a une position professionnelle, qu'elle soit celle d'ethnologue face à, par exemple, à des pratiques qui sont étonnantes, auxquelles on ne doit pas avoir de jugement, mais évidemment on en a, ou par rapport au fait d'être psy, donc de rester dans sa position de tiers, en fait, une chose qui est peu dite, bon, qui peut être rattrapée, puisque vous avez cité Lacan, dans ce qu'il disait, qui est souvent oublié, c'est que le psychanalyste est censé se recommander de lui-même, uniquement de lui-même, et de quelques autres. C'est la partie qui est oubliée. Et c'est là où je pense que quelque chose est important, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, j'en ai un peu marre d'entendre parler d'éthique, ça m'énerve terriblement, je comprends ce que c'est, je crois que je travaille constamment sur l'éthique, mais c'est l'articulation entre éthique et déontologie. C'est-à-dire, je pense, moi, que l'éthique, c'est ce qu'on se donne à soi-même de possibilités d'agir ou de ne pas agir. Et ça se passe dans les moments, justement, alors pour vous, semble-t-il, de jugement, mais on a aussi un jugement quand on est dans une place de psy, où en fait, on est constamment en train de se demander, de devoir se demander, plus ou moins consciemment, hein, je crois que c'est aussi une déformation professionnelle, si ce qu'on va dire, c'est en fonction, c'est nous qui imposons quelque chose de nous, ou est-ce que c'est bien en rapport à l'autre? Et c'est une position où on est constamment en train de bouger finalement, et c'est nécessaire, et il nous arrive de transgresser, c'est-à-dire pas transgresser, c'est pas question de coucher avec les patients ou de faire des choses, mais il y a des moments où justement l'émotion est telle qu'il va falloir éventuellement toucher la personne ou dire quelque chose. Et à ce moment-là, si on est éthique, on doit être extrêmement présent à soi-même. Il y a un renforcement de la présence. Donc, ce n'est pas une transgression simplement parce que je fais ce qui me plairait, c'est au contraire quelque chose qui est assez douloureux. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas seulement seul, ce n'est pas son éthique personnelle, mais on sait que déontologiquement, c'est problématique. Donc voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant. Et évidemment, également, quand on est sur le terrain avec des pratiques, encore une fois, qui sont différentes des nôtres, on prend des notes, etc. Mais notre ressenti est un facteur extrêmement important pour comprendre certaines choses qu'on ne comprend pas du tout au départ. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va prendre des notes et que des mois, voire des années après, on va retravailler. Si vous prenez le travail, par exemple, de Jeanne Favre-Sada, c'est effectivement des années après. Mais il faut prendre des notes. Et quand même, le ressenti est paradoxalement est vraiment un moyen important et, comme vous l'avez dit, très incarné. Et je voulais insister à la fois sur cette importance de l'intimité, qui me semble qu'à chaque fois qu'on intervient comme tiers, c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit, et surtout réintroduire, je suis sûre que vous, évidemment, vous le faites, vous parliez de collégialité dans vos décisions, la déontologie, même quand les autres ne sont pas présents, nous, en tant que tiers, devant intervenir pour des personnes, nous devons avoir conscient à l'esprit cette collégialité, c'est-à-dire où nous sommes non seulement responsables vis-à-vis des gens vis-à-vis desquels nous devons intervenir professionnellement, mais également nous devons vraiment avoir intégré le fait qu'il y a des normes de nos professions. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit être absolument des machines robotisées qui appliquons les choses telles que, mais quand on transgresse
parce que c'est une stratégie qui vise justement le destinataire. Vous parliez de destinataire, le destinataire est présent. On doit être incroyablement conscient et prêt éventuellement en avoir des sanctions si jamais voilà, on dépassait les normes. Donc, il y a une présence à soi qui est très importante, mais paradoxalement, c'est en vertu du fait d'avoir l'autre en tête. C'est-à-dire la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'autre, et nos garde-fous, ce sont nos pairs professionnels. Je vous remercie beaucoup, Madame, pour ces remarques auxquelles, évidemment, je souscris intégralement, et qui sont des objets de préoccupation pour moi dans ma propre formation, et qu'on rencontre d'ailleurs dans ce questionnement autour de la position et de la place à adopter, et pour ce qui me concerne, par exemple, la thématique du transfert et du contre-transfert, et donc de la place qu'il s'agit d'occuper dans l'échange, qui n'est pas simplement que discursif, avec, en l'occurrence, l'analysant. Et je suis évidemment très sensible, moi aussi, à cette question des devoirs qui nous viennent en quelque sorte de l'extérieur. C'est quelque chose que moi, sur le plan philosophique, dont j'ai pu trouver une illustration au travers de la visagéité qui se trouve chez Lévinas, cette idée selon laquelle la fragilité, la vulnérabilité du visage qui nous fait face nous oblige en tant qu'être humain à un certain comportement, à certaines choses. Et que donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'extérieur qui vient s'imposer à nous parce que l'autre, comme je l'ai pu l'écrire maladroitement dans un article, nous sommes toujours l'autre de quelqu'un. Et que donc, de ce point de vue-là, cette vulnérabilité, c'est aussi la nôtre qui nous est renvoyée dans le reflet que l'on a de notre propre fragilité. Donc, je souscris absolument, intégralement à tout ce que vous avez dit, madame. Moi, j'avais peut-être une question, Nathalie Dion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si. Oui. Bonjour et merci pour cette très belle présentation. Voilà, moi, j'avais en fait une interrogation concernant effectivement la distance que le juge peut avoir ou pas avec ses propres émotions. J'ai repensé à l'article 12 du Code de procédure civile, article 12 qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables. Et je me demandais si on ne pouvait pas ajouter à cet article 12, alinéa 1 du Code de procédure civile, une autre précision qui serait la suivante. Le juge prête attention aux émotions que soulève le litige chez les parties et aux siennes propres. Et donc, je me demandais ce que vous en pensiez, puisque justement, vous, en tant que juge, dans quelle proportion il pourrait y avoir une part laissée à ce ressenti émotionnel du juge, quels seraient aussi les garde-fous du juge. Voilà, c'était une question que j'avais. Je ne sais pas si je suis, si je suis claire, mais voilà, je voulais avoir votre ressenti précisément. Je vous remercie beaucoup, madame, pour votre question. Alors, je vais le dire tout de suite, je serais bien en peine de vous apporter une réponse définitive sur cela, puisque c'est évidemment toujours un objet de préoccupation et que ça engage des réflexions assez fondamentales qui, par exemple, consistent à savoir qu'est-ce que les émotions signifient. Je pense, par exemple, pour faire retour à cela, à la question, donc en philosophie morale, on s'interroge sur le point de savoir qu'est-ce que vise à dire ou à décrire l'expression d'une émotion. Et vous avez certains auteurs qui disent que oui, le but, c'est par exemple de donner une norme de comportement ou de décrire certaines choses qui seraient souhaitables ou pas. Mais vous avez d'autres auteurs qui vous disent que l'expression d'une émotion, ça a la même valeur qu'une interjection de type I ou Burke. Que grosso modo, tout ce qu'on exprime, c'est une propre relation à soi par rapport à un événement en termes de préférence. Mais absolument pas, par exemple, le fait que les autres devraient s'y conformer, qu'on devrait penser et donc ressentir comme nous. Et donc,
je vous le dis, c'est un champ dans lequel j'essaye d'évoluer, je commence à évoluer, et donc je n'ai évidemment aucune certitude sur la question. Ce que je peux dire, c'est que sur le plan, par exemple, de la justice administrative, parce que je crois que j'ai l'honneur de parler majoritairement devant des privatistes aujourd'hui, cette question de l'émotion, par exemple, elle a pu être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'État au travers de l'ordonnance de Villeneuve-Loubet concernant l'interdiction du burkini. Il n'y a pas si longtemps de ça. Et le maire qui avait entendu donc interdire le port de ce vêtement sur les plages avait, parmi les raisons qu'il avait mobilisées pour ce faire, justifié de l'émotion particulière qui aurait pris place dans le territoire de sa commune par rapport à cet événement. Eh bien, le Conseil d'État a dit non. L'émotion n'est pas une composante de l'ordre public et donc il n'est pas possible de la prendre en compte au titre d'une mesure de police visant à limiter les libertés. Donc, c'est, semble-t-il, une fermeture par rapport à cela. Mais dans d'autres contextes, comme par exemple ce que tout le monde connaît comme la jurisprudence Dieudonné, concernant les spectacles faits par donc, cette personne, était pris en compte l'émotion suscitée par les propos tels qu'ils étaient tenus et qui étaient susceptibles de heurter et de ce point de vue-là d'être attentatoires à la dignité de la personne humaine. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de solution unique et que là-dessus le juge fait un peu au cas par cas. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus malheureusement, j'en suis désolé. Non, merci. Je vous remercie tous. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou une remarque qu'il souhaiterait faire avant de conclure? Bon, ben, si ce n'est pas le cas, je vais peut-être vous laisser la parole, monsieur le professeur Jolant, et puis j'en profite pour remercier à nouveau tous Maxence Christelle et Emma Breton pour vos interventions. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à tout le monde. C'était une première séance tout à fait passionnante. On a vu à l'œuvre toutes les notions et en plus, on est descendu vers le concret, vers le travail du juge et je trouve qu'effectivement, ce va-et-vient entre la réflexion la plus abstraite, la plus théorique et le plus concret sont très bienvenus avec ce sujet-là et même, je dirais, s'imposent avec ce sujet-là. Nous allons dans 15 jours avoir une séance avec une historienne du droit, Madame Viau, et Madame Moissef qui interviendra en tant qu'ethnologue. Donc on va continuer une exploration par l'histoire et par les sciences humaines. Et puis on ira progressivement vers des sujets de droit où on retrouvera évidemment le consentement, avec le droit de la famille, ce sera tous les 15 jours, hein, avec le droit de la famille mi-janvier. On aura ensuite une série d'interventions qui sont déjà confirmées en matière de responsabilité civile, droit pénal, droit international privé. On reparlera de l'asile d'ailleurs à ce sujet-là, droit du travail évidemment avec Pierre-Yves Erquin. En droit public, alors là peut-être que ce sera intéressant d'entendre les publicistes réagir à ce que M. Christelle vient de dire sur la position un peu ambiguë du Conseil d'État vis-à-vis des émotions. Est-ce qu'il y a une place pour les émotions dans le droit public? Et nous irons ainsi vers nos conclusions, peut-être que ce ne sera pas une conclusion que fera Xavier Lagarde à la fin, mais ce sera quand même une espèce de vision générale qu'il proposera, je crois. Donc voilà ce qu'on a au programme. On se retrouvera tous les 15 jours. On espère qu'à un moment ou à un autre, on aura du présentiel, mais finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que le distanciel a plutôt bien fonctionné. Et donc, on se retrouve dans 15 jours. Nous enverrons évidemment tous les liens Zoom qui conviennent. Nous nous retrouvons dans 15 jours à la même heure et pour à peu près le même temps avec des intervenants, des répondants et une possibilité de débat. Merci à tous et puis on se retrouve dans 15 jours. Et merci à Rebecca Demoun d'avoir animé ce débat. À très bientôt.